Bienvenue dans Numérique, un podcast où l'on parle de la transformation digitale dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi de Tech for Good, de start-up à impact et des nouvelles formes d'entrepreneuriat social. Bref, un podcast qui part à la rencontre de ceux qui s'engagent, d'une manière ou d'une autre, pour faire avancer l'intérêt général grâce au numérique. L'invitée de ce 7e épisode de Numérique est Eva Sadoun. Elle a cofondé, avec Julien Benayoun, la plateforme d'investissement solidaire Lita.co. Cette fintech, qui vient de lever plus de 2 millions d'euros, a deux particularités. Elle a un statut d'entreprise sociale et elle utilise le digital pour démocratiser la banque privée. C'est un parfait exemple du mouvement Tech for Good qui se développe actuellement et dont on va reparler avec Eva. Bonne écoute! Bonjour Eva Sadoun. Bonjour. Merci de m'accueillir chez Lita aujourd'hui. Avec plaisir. Je voudrais que tu m'expliques comment a débuté l'aventure Lita pour débuter cet entretien. Très bien. Alors, donc j'ai rencontré mon associé il y a une dizaine d'années en classe préparatoire. On a déjà monté des projets associatifs, notamment au Togo, ensemble. Puis tous les deux, on a décidé de se spécialiser en finance parce que c'était pour nous un des piliers dévastateurs de l'économie telle qu'elle était aujourd'hui. Donc on s'est dit, on va apprendre à comment ce système fonctionne et essayer de travailler dans des structures de finance éthique pour peut-être développer la nôtre par le futur. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai travaillé en Inde, en crowdfunding, mon associé a travaillé à la Caisse des dépôts, etc. Et puis on s'est réunis et on s'est posé la question quel était le besoin aujourd'hui dans le secteur financier, qu'est-ce qu'il fallait changer. Alors pour nous, le problème principal, c'était le problème de financiarisation de l'économie qui fait qu'aujourd'hui, sur 1 euro investi par un particulier, on n'a même pas un centième qui va dans l'économie réelle. Donc on a moins de 10% des transactions financières qui financent l'économie réelle. Donc comment casser ça et comment financer une économie qui correspond à nos valeurs? C'est en utilisant des outils digitaux permettant de tracer l'épargne et c'est pourquoi on a monté Lita.co. Vous avez été accompagné? Ouais, alors au tout début par l'incubateur de l'EM Lyon, ensuite par Entropia, par Paris Senco, on a un peu passé par tous les incubateurs. C'était une trajectoire intéressante, surtout pour se fondre dans l'écosystème, plus que en termes d'accompagnement vraiment business. Ça, on a vraiment dû apprendre seul. Alors, que fait Lita exactement? Alors Lita.co, c'est une plateforme d'investissement solidaire. Donc ça veut dire que les particuliers investissent en ligne dans des entreprises qui ont un impact positif sur la société, qui soit dans plusieurs catégories. Donc on a 4 thématiques d'investissement. On a la thématique Startup for Good avec des projets qui utilisent le numérique pour répondre à des problèmes sociaux ou les objectifs du développement durable notamment. On a des projets PME-ESS qu'on appelle comme ça, c'est des projets plus matures, des plus grosses entreprises de l'économie sociale. On a des projets immobiliers durables avec des placements immobiliers qui permettent de lutter contre le mal logement. Et on a une poche près de chez moi avec des projets plus régionaux, locaux, là où on fédère beaucoup l'épargne citoyenne locale et on ouvre une nouvelle branche sur les énergies renouvelables dans les quelques semaines. Dans le podcast numérique, on s'intéresse beaucoup au lien entre ESS et numérique. Donc, je vais te demander de donner quelques exemples de Startup for Good que vous accompagnez ou vous aidez à se financer chez Lita.co. Alors, il y en a une qu'on a financée il y a 2 ans et qui est d'ailleurs une très belle success story qui s'appelle Roger Voice, qui était une application qui permettait aux sourds et malentendants de téléphoner. Donc, elle intègre plein de choses, de l'intelligence artificielle à la reconnaissance de paroles, etc. C'est un projet qui démarrait quand on l'a financé et qui trouvait pas de financement parce que c'est un projet très innovant, très techno, qui avait pas suffisamment fait ses preuves en termes de revenus. Ouais. Et c'est vrai que sur ce type de projet assez technologique et où la R&D peut prendre 2-3 ans, les fonds d'investissement impact savent pas trop comment les analyser et surtout ils sont encore beaucoup trop jeunes pour répondre à leurs critères. Donc la nécessité de notre solution était vraiment essentielle pour eux. Donc voilà, c'est un très beau projet fondé par Olivier Janel qui est lui-même souverain. Voilà. Est-ce que tu as un autre exemple en tête? De projet Startup for Good? Oui. Ouais, pas mal. Donc là, on a lancé à l'Envie, oui. Qui est un beau projet qui repense le travail d'auxiliaire de vie. Ils appellent auxiliaire d'envie et ils mettent en place des outils notamment collaboratifs et digitaux pour permettre aux auxiliaires de vie de s'organiser et surtout ils luttent contre la précarisation du métier d'auxiliaire de vie. Donc c'est très intéressant parce qu'ils concilient vraiment ESS, service à la personne, qui est quand même c'est un écosystème qui est très ancien de service à la personne dans le milieu de l'ESS, avec une brique technologique et collaborative qui rend le service encore plus solidaire. Vous les définissez comment, de votre point de vue, ces Startup for Good? Est-ce qu'elles doivent avoir un statut particulier ou une manière de travailler particulière? Nous, c'est Startup for Good, c'est une entreprise qui utilise le numérique
et le digital et la technologie au service d'un des objectifs du développement durable. Voilà, c'est le seul critère qu'on a. Donc, à savoir si l'entrepreneur souhaite avoir un agrément ESUS ou être labellisé French Tech ou quoi, ça on s'en moque un peu. Nous, on fait notre propre analyse de ces boîtes-là. D'accord, mais le socle de base, c'est la conformité aux objectifs du développement durable de l'ONU. Tout à fait, tout à fait. Après, on va aussi analyser les externalités, donc positives ou négatives, que cette startup peut avoir tout au long de sa chaîne de valeur. Donc c'est important pour nous qu'elle n'ait pas trop d'externalités négatives. Ça veut dire qu'elle peut utiliser un serveur Amazon. Par contre, elle va pas aller produire, je sais pas, sa technologie dans une usine où on fait travailler des enfants, par exemple. Donc voilà. Donc il y a aussi cette notion de responsabilité qui, dans l'impact, pour nous, est essentielle. Oui. Et ensuite, il y a la pertinence du modèle économique qui est également essentielle pour nous. D'accord. J'imagine donc ça veut dire que chez vous, il y a des gens dont le métier, c'est d'avoir tout ce travail d'analyse du modèle économique et de la stratégie de développement. Exactement. On a une équipe de 4-5 analystes oui. qui, comme dans un fonds d'investissement, vont vont faire des due diligence, en fait, oui. globales, qui amènent à des dossiers de 80 pages qu'on présente à un comité d'experts, etc., pour vraiment décortiquer le marché, l'équipe fondatrice et dirigeante, les perspectives de développement, la finance, la conformité légale, etc. Est-ce que tu peux me donner un contre-exemple d'un projet que vous avez décidé de ne pas suivre parce que, à votre sens, ça ne correspondait pas à votre définition de la Startup for Good? Un type de start-up sur lesquels nous, on a souvent des débats en interne, c'est souvent les boîtes de l'économie collaborative. Oui. Donc, ils permettent du coup d'accéder à un certain type d'emploi pour certaines personnes, mais qui vont du coup précariser une autre forme d'emploi. Et nous, on a beaucoup de sujets sur ces start-up d'économie collaborative. On en a reçu une récemment qui permettait chez soi de pouvoir préparer des repas, par exemple. Et du coup, bon, c'est intéressant, mais ça cannibalise, notamment en région parisienne, l'activité des restaurateurs, qui est quand même un métier qui est très tendu. Donc, on fait toujours attention que le numérique, dans une certaine mesure, ne soit pas trop destructeur d'emploi s'il n'apporte pas une innovation sociale substantielle, quoi. Cette préoccupation sur l'économie circulaire, est-ce qu'elle est aussi symptomatique de votre propre engagement, puisque je crois que vous avez choisi un statut ESUS et que ça marque votre appartenance à l'économie sociale et solidaire? Oui, c'est clair qu'un fonds classique ou une plateforme classique, etc., même si elle lance une partie impact, elle aura jamais cette sensibilité qu'on a au sujet de l'économie sociale, parce que nous, on est même une entreprise sociale, donc notre objectif, c'est d'avoir de l'impact à travers nos entreprises. Donc c'est pour ça que cette question d'impact, elle est essentielle pour nous, on n'est pas opportuniste sur ce secteur-là. Donc oui, nous, on est ESS, on est ESUS, donc on a des engagements, on a une utilité sociale qu'on doit témoigner, on fait que de l'impact, toutes nos décisions sont drivées par ça. Est-ce que tu peux détailler un petit peu pour des personnes qui ne connaissent pas forcément ce qu'est cet agrément ESUS? Alors l'agrément ESUS, c'est un agrément qui est délivré par la Directe. Donc on a 3 engagements majeurs, 2 sur l'ESS, 1 sur l'ESUS. Les 2 engagements sur l'ESS, c'est la répartition de la valeur. Oui. Donc le fait de devoir partager la valeur qui est créée entre les salariés, l'objet social et les actionnaire, donc avec un écart 30, enfin un tiers. Oui. Et on a tout ce qui est écart de salaire notamment, ça va dans la répartition de la valeur, donc il peut pas aller plus haut que 1 et 7. Et on doit avoir une gouvernance démocratique. Donc ça, c'est pour avoir l'ESS. Ensuite, pour avoir les US, il faut avoir une utilité sociale. Oui. Donc du coup, l'utilité sociale doit être dans l'objet social. Donc on doit témoigner que notre activité a directement une utilité sociale. Donc il l'analyse par notre objet social dans les statuts, mais aussi dans nos business plans, combien de charges vont vers cet objet social et cette utilité. Ça peut être un peu surprenant pour des acteurs du secteur financier classique et de la fintech de découvrir que Lita.co a cet agrément ESUS. Parfois, on peut entendre des entrepreneurs qui disent « mais l'ESS est extrêmement compliqué, ça va ralentir ma croissance, ça me pose trop de contraintes ». Comment tu perçois ce discours-là, toi qui as fait le choix d'un statut qui est très poussé dans la démarche ESS? Alors moi, j'ai jamais vraiment compris ce type de discours, dans la mesure où de témoigner de son utilité sociale, si on est un entrepreneur social, c'est censé être assez évident. Oui. Donc pour moi, ce type de postures, elles sont assez opportunistes parce que ça laisse à penser que on fait de l'ESS aujourd'hui, mais que demain on sera amené à plus en faire. Donc effectivement, dans cette logique-là, ça peut être contraignant parce qu'il faut garder son utilité sociale pendant 5 ans, 10 ans, etc., tant qu'on a l'agrément. Ça témoigne aussi, je pense, d'une volonté peut-être de s'enrichir personnellement sur le court terme, dans la mesure où on a ces écarts de rémunération qui sont fixés, qui nous ne posent pas du tout de problème.
il y a peut-être la logique de versement de dividendes, mais que je trouve assez absurde parce que même dans toutes les entreprises technologiques, j'en connais pas une qui verse vraiment des dividendes. Donc moi, je vois pas trop la contrainte. Est-ce que ça peut être peut-être aussi une méconnaissance du secteur de l'ESS et de ses statuts parce que le modèle est pas suffisamment connu? Est-ce que tu penses que ça peut jouer? Alors c'est possible qu'on s'en fasse des caisses, que les gens pensent que ça va être très très impactant et que finalement l'économie sociale aussi a une espèce de réputation un peu old school, alors ça les attire pas trop. Après il y a quand même un enjeu de répartition de la valeur. Oui. Et il faut vouloir remettre un tiers dans son objet social, à utilité sociale, un tiers pour ses salariés, un tiers pour ses actionnaires. Donc c'est vrai que ça peut déranger certains actionnaires ou certains fondateurs qui étaient pas trop dans ces logiques de répartition de leur valeur, dans ces démarches-là. Ce qui pourrait être assez classique dans le milieu start-up et de l'économie collaborative. Donc il y a une méconnaissance qui est certaine, mais je pense qu'il y a aussi un certain type d'opportunisme dans le secteur et le label ESUS permet entre guillemets de reconnaître les vrais entrepreneurs sociaux pour moi des autres. Il y a un autre trait distinctif de Lita.co, c'est le fait que vous vous présentiez aussi comme une banque digitale. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Effectivement, donc nous, notre objectif, c'est de devenir une banque privée digitale, donc de gérer tout la gestion de fortune en fait en ligne, mais de manière solidaire et durable, parce que nous on considère que le durable c'est l'avenir. Pour nous l'entreprise durable c'est l'entreprise d'avenir. Aujourd'hui les autres services financiers dans l'épargne sont pour nous obsolètes parce qu'ils ne garantissent pas une certaine responsabilité des entreprises qui garantit leur pérennité pour nous. Donc oui, on est complètement digital, oui on veut se substituer à un secteur qui existe et on ne se voit pas comme une niche, mais on pense vraiment remplacer demain la banque privée en pouvant proposer des produits d'assurance vie solidaire, des produits ISR, etc. et pouvoir gérer l'épargne des gens en totalité et plus être sur une micro-niche de la gestion de patrimoine. Quand tu dis que vous êtes une banque digitale, c'est parce que d'abord vos projets sont présentés en ligne et qu'ensuite côté entreprise, elles aussi gèrent leurs relations avec leurs actionnaires via votre plateforme, c'est bien ça? Tout à fait. Alors tout se fait en ligne effectivement, donc comme si on allait épargner, on trouve nos produits, entre guillemets, nos entreprises en ligne, on investit en ligne, donc pas de papier, on souscrit, on signe les bulletins, on paye en ligne, etc. Et derrière, en tant qu'investisseur, on pilote ces investissements sur une plateforme où on a une agrégation de son portefeuille, on voit combien on a mis d'argent dans la production d'énergie renouvelable, combien a permis de financer des emplois, etc. Donc on a vraiment une vision online de l'ensemble de notre patrimoine, mais avec une vision économique, mais une vision sociale aussi. Côté entrepreneur, effectivement, on peut piloter et gérer sa communauté d'investisseurs via l'outil. Donc également tout se fait en ligne. En tant qu'investisseur, on vote aux assemblées générales de l'entrepreneur en ligne et l'entrepreneur reçoit l'ensemble de ses votes. Tous les remboursements se font en ligne, etc. Et à terme, on veut pouvoir vraiment digitaliser l'ensemble du travail de gestion de patrimoine en gardant quand même le rôle des conseillers qui pour nous est hyper important. Donc on garde notre agrément de conseil qu'on a aujourd'hui et qu'on va étendre pour pouvoir faire plus de produits, mais ce sera des conseillers qui seront contactables en ligne. Ça n'empêche qu'on fait quand même des rendez-vous privés, etc. pour certaines personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le digital, il permet de rendre plus accessible en fait le service de banque privée. La banque privée, c'est normalement pour des grands patrimoines. Si on a un petit patrimoine, on peut pas faire autre chose que d'aller voir son chargé de clientèle qui connaît 2 produits. On n'a pas accès à des personnes qui sont en capacité de nous proposer des vraies choses. Donc avec le digital, on arrive vraiment à digitaliser la banque privée et aussi en fonction de son patrimoine, en fonction de sa recherche d'impact, etc., à ce que la solution technologique vous propose un matching en fait avec les valeurs et les entreprises qui vous correspondent le plus. D'accord, donc c'est un mouvement un peu de démocratisation de la banque privée? Tout à fait, mais de la banque privée solidaire. Donc pour nous, on innove côté banque privée parce que on crée le service de banque privée solidaire qui n'existe pas aujourd'hui, et en plus on digitalise la banque privée, donc on la démocratise. En termes de choix de technologie, comment vous fonctionnez? Alors, en termes d'infrastructure technologique, donc prestataire c'est différent, mais infrastructure vraiment, on va utiliser les GAFA, quoi. On travaille avec Google AdWords, on travaille avec Facebook, on travaille avec Amazon pour notre serveur, parce que aujourd'hui, si on veut toucher un maximum de personnes, en tout cas sur la partie acquisition, c'est très très compliqué de travailler avec des prestataires solidaires, en tout cas pas exclusivement. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec eux, mais pas exclusivement. Par contre, sur les prestataires, donc les fournisseurs, on travaille
quasiment que avec des structures qui partagent nos valeurs. Typiquement, nos développeurs, ils sont hébergés chez Capsens, qui est une agence qui a été développée par Spire, une plateforme d'épargne solidaire, ou voilà, où nos publicistes, ils sont aussi très engagés. Enfin voilà, on passe quand même par des prestataires qui sont un peu différents, mais qui sont un peu ESS, mais ça n'empêche que c'est quand même très très compliqué aujourd'hui de trouver des solutions, vu que l'enjeu il est communautaire et il est libertaire d'une certaine manière. C'est compliqué d'utiliser des solutions de niche aujourd'hui. Voilà. Oui, parce qu'en termes d'impact, vous avez besoin de toucher beaucoup de monde, et donc il faut aller vers la solution qui touche le plus de monde, si je te comprends bien. Tout à fait. Ok. Alors très récemment même, vous avez annoncé une levée de 2,2 millions d'euros. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette opération, pourquoi elle a eu lieu et qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire? Alors cette opération, elle arrive à la fin d'une deuxième étape. On a eu une première étape où on a prouvé qu'il y avait vraiment besoin sur le marché, donc on avait fait notre premier tour de table en mai 2016. Et une deuxième étape qui était de prouver qu'on pouvait vraiment être le leader de l'investissement solidaire en France et montrer qu'on avait un modèle qui était essaimable en Europe. Donc pendant 3 ans, on a développé en Belgique, on a amorcé un projet italien, et surtout en France, on a prouvé que on était l'acteur référence de l'investissement solidaire. On est la première plateforme à avoir le label Finansol pour son portefeuille électronique, etc. Donc après, on s'est posé la question, où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller vraiment plus loin? Est-ce qu'on continue à essaimer au niveau européen et du coup à faire des opérations par pays, parce qu'on fait aussi des levées de fonds par pays pour trouver des partenaires, etc. Ou est-ce que on essaie de vraiment répondre à la vision de départ qui était de changer l'épargne quand même? Oui. Ou est-ce qu'on reste sur une niche? Et on s'est dit non, on va aller plus loin, on va essayer de remplacer la manière dont l'épargne fonctionne, et pour ce faire, il va falloir qu'on ait des agréments supplémentaires, donc qui requièrent des niveaux de fonds propres assez importants. Oui. Donc on souhaite devenir entreprise d'investissement. Oui. Il faut qu'on puisse proposer plus de produits, donc ça demande une ingénierie assez importante, à recruter davantage. Il faut qu'on ait un réseau de conseillers plus formés, etc. Et pour ça, c'était essentiel pour nous de pouvoir faire une levée de fonds pour pouvoir répondre à ces besoins financiers. On est quand même sur le secteur qui est le plus complexe au niveau de la start-up, les fintech. La finance est le secteur le plus réglementé, je pense, même plus réglementé que le food, ou la santé, ce qui est quand même assez dingue. Donc c'est pour ça que ça demande d'avoir une assise financière un peu plus forte. J'ai lu dans un article qui parlait de cette opération qu'un de vos projets, c'était de lancer une nouvelle plateforme pour améliorer l'expérience d'investissement solidaire. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce projet-là? Alors en fait, ça va être toujours la même plateforme, mais qui va évoluer. Donc en fait, notre plateforme qui aujourd'hui permet uniquement aux gens d'investir dans des entreprises solidaires à travers de l'action, du type participatif ou l'obligation, va s'étendre et devenir une vraie banque privée solidaire d'une certaine manière, avec la possibilité de souscrire à des produits, par exemple des LDDS, des livrets de développement durable, des fonds ISR, des comptes titres, des produits des contrats d'assurance vie solidaire, etc. Donc notre but à nous, c'est de regarder sur l'ensemble des produits qui sont labellisés Finansol et d'autres produits plus ISR, donc cotés, quels sont les meilleurs produits de finance solidaire du marché, que ce soit en termes de performance économique ou sociale, et de pouvoir les proposer au grand public pour faire notre travail de conseil, mais sur l'ensemble du patrimoine de nos clients. Est-ce que l'évolution de la plateforme, ça implique aussi des nouveaux choix en termes de gestion des aspects numériques? Effectivement, il va falloir qu'on évolue et qu'on investisse notamment sur le conseil, parce que là, si on est en capacité de pouvoir proposer plein de types de produits, il faut qu'en 5 clics, quand un investisseur nous a déclaré ses intentions, ses objectifs, sa capacité financière, etc., il puisse avoir le portefeuille parfait. Donc ça va demander effectivement pas mal d'innovation en termes de parcours utilisateur, donc beaucoup d'UX. Ça va demander aussi beaucoup de travail de data visualisation aussi, pour pouvoir toujours avoir parce que nous on vend la traçabilité et la transparence de l'épargne. Donc il faut que pour 1 euro investi, l'utilisateur puisse tout de suite voir ce que ça va financer, même si on est sur des produits plus complexes. Parce qu'il est là le sujet, c'est que sur l'assurance vie, etc., c'est assez complexe, donc il faut pouvoir comprendre où va son argent. Donc data visualisation, il y a des technologies innovantes qui sont susceptibles d'être intégrées. Pour aller plus vite sur les paiements, comme par exemple la blockchain, ou pouvoir gérer les marchés secondaires, etc. Je ne sais pas si ce sera la blockchain à proprement parler, ou une autre technologie de stockage des données qu'on sera amené à utiliser, mais il y a des choses à intégrer. Et puis voilà. Ouais, c'est pas mal du UX, pas mal de data visualisation et sûrement des nouveaux outils, quoi.
Moi, j'entends beaucoup dire que le recrutement des meilleurs profils techniques, c'est une gageure. Étant donné vos choix d'avoir un agrément ESUS, donc des salaires encadrés, est-ce que ça freine un peu vos possibilités en termes de recrutement, ou est-ce qu'au contraire, le fait d'avoir un projet engagé, c'est justement un facteur d'attractivité supplémentaire? Alors, c'est certain que nos salaires sont, je pense, 5 fois moins gros que ceux du marché, Ouais. pour les profils qu'on a. Oui. Mais je pense que l'engagement de notre projet et surtout c'est un projet qui est très intéressant pour un profil technique. Oui. Peut-être pas un CTO, mais peut-être un profil technique sur la côté analyse. On arrive vraiment à recruter des personnes, des polytechniciens, des gens des grandes écoles, etc. Parce que notre projet, il combine tant l'engagement que y a un intérêt vraiment intellectuel assez fort dans ce qu'on fait. On n'est pas sur un produit lambda qu'on va distribuer. Et on voit même qu'aujourd'hui, les grosses startups qui font pas forcément des produits très intéressants, ils arrivent à avoir des super profils parce que aussi les gens sont en recherche d'expérience entrepreneuriale, etc. Donc nous, on n'a pas trop de mal à recruter, même sur des salaires assez faibles, côté finance. Oui. Par contre, quoique, on arrive à recruter beaucoup de personnes à 2-3 ans d'expérience. Par contre, on n'arrive pas à recruter, très sincèrement, des personnes qui ont fait 10 ans de banque. Ça va peut-être devenir un souci à un moment donné. Et puis même pas parce qu'on travaille avec des prestataires très qualifiés, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a ce sujet-là. Mais c'est plutôt parce que le modèle économique est compliqué, plutôt que parce qu'on est encadré au niveau ESUS. Parce que c'est juste qu'on peut pas rémunérer des gens à 10 000 euros par mois, même si on en a la possibilité avec l'écart de 1 à 7, quoi. Après, sur la partie technologique, donc on a fait le choix de travailler avec des prestataires. Donc pour l'instant, nos développeurs, ils sont dans une agence. C'est le poste aujourd'hui qui coûte le plus d'argent. Et c'est pas parce qu'on est ESUS qu'on est limité à ce niveau-là, hein. Ça, c'est plutôt un choix financier et de modèle économique. Mais notre modèle économique, il est pas plus complexe qu'une plateforme digitale non ESUS. C'est que les modèles économiques dans le numérique sont complexes. À l'approche de Vivatech, on parle beaucoup de Tech for Good. Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, pour moi, la Tech for Good, c'est vraiment utiliser la technologie pour le bien commun. Mais la notion de bien commun, il est là, le sujet. Qu'est-ce que le bien commun, quoi? Je suis d'accord que que les GAFA, si elles changent pas et qu'elles sont pas au service du bien commun, ça va nous poser de très gros soucis à long terme. Donc, si on va avoir un maximum de good, il va falloir travailler avec elles pour les changer. Ça n'empêche qu'elles représentent pas aujourd'hui la Tech for Good, même si c'est des technologies libertaires. Et dans la Tech for Good, il n'y a pas que le fait de développer Uber Green ou Uber Access. Il y a aussi comment on traite les gens qui travaillent pour nous, comment est-ce qu'on rémunère ces personnes-là, comment est-ce qu'on partage la valeur économique et financière qui est créée par la tech. Et ça, faut pas l'oublier dans la Tech for Good. Là, c'est qu'on a tendance à l'oublier et de mettre que l'utilité sociale en face, sans se poser la question de la responsabilité de ces entreprises-là. Donc, c'est pour ça que les milieux de Tech for Good doivent s'inspirer aussi de tout le travail qui a été fait par l'ESS, par le mouvement des entrepreneurs sociaux aussi, pour pouvoir derrière faire de la vraie Tech for Good. Après, c'est un milieu qui doit quand même être un peu agnostique, et notamment on a développé une nouvelle association hébergée par France Digital. Donc je fais partie du conseil d'administration, donc Frédéric Bardot, c'est le président de FEST, France Éco-Social Tech. Voilà, qu'on a développé à plusieurs acteurs de la Tech for Good. On est aujourd'hui 80 à peu près acteurs de la Tech for Good qui font partie de FEST, pour justement faire le lien entre le milieu de la tech classique et le milieu de l'économie sociale. Donc on va essayer d'avoir au sein de FEST une approche pour pouvoir essayer d'influencer peut-être le milieu du digital et puis porter le milieu de l'économie sociale vers plus de digital. Ça veut dire que potentiellement il y a un autre modèle de Tech for Good, autre que le modèle des GAFA. Ah bah oui, aujourd'hui il y a beaucoup de Tech for Good. Enfin, avec la peu de communication qu'on a fait, si on arrive à avoir 80 adhérents, c'est bien que le milieu de la Tech for Good est vraiment en train de se développer. De toute façon, dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est difficile de pas avoir une notion de bien commun quand on développe son entreprise, parce qu'on se rend compte que ces entreprises sont plus pérennes, et si même Uber développe Uber Access et Uber Green, c'est bien qu'il y a un potentiel de marché important là-dessus. Donc le fait que plein de Tech for Good européennes, françaises se développent et fassent des beaux projets, ça, y a pas de risque, ça va se passer, et les GAFA vont sûrement changer également, etc. Par contre, il faut être très attentif sur la partie répartition de la valeur et la partie responsabilité, notamment sur l'usage des données, notamment sur plein de thématiques qui sont pas forcément liées à l'objet de la tech, mais qui sont des externalités trop fortes du milieu de la tech. La suppression d'emplois, etc. en fait partie.
pour les gens qui vous regardent de l'extérieur et qui peuvent dire oui, mais ce mouvement de Tech for Good, il y a un peu de tech washing. Qu'est-ce qu'on peut mettre en argument face à cette critique-là? Ouais, on m'a déjà dit ça, et notamment les fonds de venture, ils disent souvent ça, que nos projets, ils sont pas vraiment très très tech, en fait, ils sont surtout good, mais je pense que c'est comme sur l'investissement. Les gens ont l'impression que parce qu'on investit dans une boîte sociale, on pourra pas faire on pourra pas faire de rentabilité financière, ce qui est complètement absurde dans la mesure où ces boîtes, en plus, elles répondent à des niches qui sont pas couvertes par le marché. Donc, à travers des logiques encore moins compétitives, elles sont beaucoup plus performantes. Et c'est pareil pour le milieu de la tech. Ça veut dire qu'on est obsédé par le fait que c'est social et on se rend pas compte que derrière, il y a de la vraie tech. Et que d'ailleurs, c'est des gens de la tech qui développent des projets d'entrepreneuriat social et rarement des gens du social qui font de la tech. Donc non, moi je trouve pas qu'il y ait du tech washing. Il faut regarder chez Fest, Simplon, Bain Impact. Il y a plein de structures qui font de la tech super innovante, avant de faire du social, ou qui le font aussi bien en fait. Merci beaucoup Eva. Pour finir cet entretien, si tu avais 1 ou 2 messages clés à faire passer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? J'ai envie de dire, ne soyez pas à la traîne. Ce mouvement de la Tech for Good et même de l'entrepreneuriat social, c'est le mouvement d'avenir, c'est le mouvement de demain. Quand on voit que la plupart des entreprises sont en train de pivoter pour devenir sociales ou pour faire de la tech plus sociale, et avec surtout le surplus réglementaire qu'on voit en ce moment, l'avenir il est sociétal. Les gens ne sont plus dupes dans la technologie surtout. Ne sont plus consommateurs, ne veulent plus être simples consommateurs et se faire pomper un peu tout ce qu'ils sont. Ils veulent être partie prenante, et c'est mieux de la Tech for Good qui arrivera à créer des vraies tech collaboratives et sans le collaboratif et sans l'humain, la tech ne vaut plus rien. Ce qui n'était pas le cas de l'industrie, mais sur la tech, ces modèles utilisent les gens, et que du coup, si ces techs ne sont pas civiques, elles ne mèneront nulle part. Donc si vous voulez être du côté durable et du futur, il faut être côté for good, quoi. Merci infiniment Eva. Avec plaisir, merci. Nous voici au terme de cet épisode de Numérique. S'il vous a intéressé, vous trouverez plus d'informations sur la Tech for Good, l'ESS et les différents sujets abordés avec Eva Sadoun en vous rendant sur notre site web numérique au pluriel et avec un deuxième S comme dans ess.squarespace.com. Si vous nous laissez un like ou des étoiles sur SoundCloud, iTunes et YouTube, cela nous fait toujours plaisir. À la semaine prochaine!